Bonsoir à tous, bienvenue à ce débat, à cette conférence. Je m'appelle Selver Kebakelman, je travaille au Courrier, je suis journaliste en rubrique vaudoise. Depuis le début de l'année, je suis les différentes manifestations et protestations en faveur du climat. J'ai rédigé une grande page sur Extinction Rébellion, que je vous invite à lire sur le Courrier, dans le Courrier. J'observe avec grand intérêt ce qui se passe, notamment pour des questions journalistiques, de traitement journalistique. Depuis le début de l'année, nous assistons tous à des grèves, à des manifestations, à des actions de désobéissance civile. Cette semaine, hier, la limette était toute verte à cause de l'Extinction Rébellion. Des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes ont manifesté ces derniers mois. Ce sont des mouvements qui ont pris très vite une accélération folle. C'est un mouvement inédit parce que ça touche surtout la jeunesse. Une jeunesse qui s'est alimentée par des rapports très alarmants, des rapports du GIEC, des rapports scientifiques importants. Notre conférence ce soir, elle s'intitule « Face à l'urgence climatique », je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais « Face à l'urgence climatique, les mouvements sociaux s'accélèrent, penser la justice climatique ». Donc comme vous l'aurez compris avec ce titre, la justice climatique sera un peu au centre de ce débat de ce soir. Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi trois intervenants. Eamon Kienzig, qui est militante chez Extinction Rébellion depuis février 2019. Donc Extinction Rébellion est un mouvement qui a pris son essor en janvier cette année, mais qui est né au Royaume-Uni l'année passée. Elle est psychomotricienne, intervenante à la HES à Genève, donc pas forcément politiquement très engagée avant. Myriam Rose, infirmière HES, conseillère en ville de Vienne, et surtout coprésidente de l'Association suisse pour la protection du climat, qui est à l'origine de l'initiative pour les glaciers. Donc, pour rappel, cette initiative elle vise à inscrire dans la Constitution les accords de Paris. C'est leur but. Et enfin, Michel Bourbon, qui nous vient tout droit d'Allemagne, qui a fait 12 heures de train pour être là avec nous. Il est chercheur et enseignant et philosophe en philosophie et éthique de l'environnement à l'Université de Vienne. Ah, j'avais mentionné les 12 heures de train. Il vient de publier un livre qui s'appelle « Penser la justice climatique » aux éditions PUF en 2018, juste avant que ces mouvements prennent. Donc en fait, ma première question s'adresse à lui, qui a accordé que 20 pages à la société civile dans son bouquin. Comment, Monsieur Bourbon, voyez-vous et expliquez-vous ces mouvements qui viennent de naître, d'émerger dans ces début d'année? Bonsoir à tous, vous m'entendez? Merci à Eternautica d'organiser cet événement, merci à vous d'être là pour participer à la discussion. Donc la justice climatique, ça renvoie à deux réalités différentes principalement. La première réalité, c'est celle que je connais mieux en tant que chercheur dans le monde académique, c'est un champ de recherche qui a émergé au début des années 1990, notamment des philosophes mais également des juristes qui contribuent à ce champ de recherche grandissant qu'on appelle la justice climatique, et d'autre part, la deuxième réalité à laquelle ça renvoie, c'est la réalité que vous venez de mentionner, c'est un mouvement social qui lui aussi est en pleine expansion, qui est composé de multiples facettes, c'est les marches pour le climat, les grèves pour le climat, les actions devant les tribunaux pour poursuivre les États, ainsi de suite. Donc c'est deux réalités différentes, mais au final des réalités très proches, des réalités qui ne cessent de se rencontrer, de s'entrecroiser, de s'entremêler. Et une caractéristique nombreuse qu'elles ont, c'est qu'elles se rejoignent sur cette idée que la justice est déterminante si on veut vraiment comprendre toutes les caractéristiques du changement climatique et pourquoi la situation est aussi gravissime et aussi urgente. C'est parce que le changement climatique pose de graves problèmes de justice. On parle notamment en termes de responsabilité des pays riches, de vulnérabilité des populations les plus pauvres, de responsabilité envers les générations futures. Tant le champ de recherche que le mouvement social se rejoignent autour de ces notions pour pousser les États à l'action et pour dire que nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Et la justice se décline de différentes manières. Il y a deux notions principales. Il y a d'une part la justice globale, l'idée que le changement climatique est un phénomène d'ampleur globale, que peu importe d'où nous émettons nos émissions de gaz à effet de serre, cela va avoir des répercussions à l'autre bout de la planète. Il y a aussi une dimension très importante, la justice intergénérationnelle, le fait que nos activités économiques aujourd'hui contribuent à nuire au monde des générations futures, et cela crée une certaine responsabilité envers ces personnes. Donc je pense qu'il y a toutes ces dimensions dans la notion de justice climatique, et il y a à la fois des éléments plus théoriques et des éléments plus pratiques.
Vous avez raison, cette revendication de justice climatique, elle est dans toutes les bouches, dans toutes les manifestations. On peut entendre les jeunes l'acclamer. Enfin, on demande clairement les revendications des jeunes. Pour vous, à XR, chez XR, c'est quoi la justice climatique? On m'entend. Pour moi, je vais faire juste un tout petit détour, si je peux me permettre, parce que si on parle de justice climatique, je pense que même si tout le monde dans cette salle, j'en suis convaincue, est bien au courant de la crise dans laquelle on est, je vais quand même refaire un retour sur la crise dans laquelle on est, parce qu'il y a comprendre la crise et vraiment comprendre la crise. Et je pense que pour aussi donner un contexte à ce débat, on a besoin de se replonger dans le contexte général. Donc, je vais essayer de faire court. La crise, elle est climatique et écologique. Effectivement, vous avez parlé du rapport du GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. C'est un groupe qui a beaucoup d'experts sur le climat et qui rapporte comme ça tout ensemble des données qui sont des milliers d'articles scientifiques par rapport à la situation actuelle. Donc le rapport qui est sorti l'année passée, c'est des données qui sont extrêmement consensuelles. Qu'est-ce qui nous dit ce rapport? On parle de réchauffement climatique. Le rapport dit que si on arrive à 1,5 degré de réchauffement, les conséquences sont très graves pour les écosystèmes, voire pour notre civilisation. Si on arrive à 2 degrés de réchauffement, les conséquences sont catastrophiques. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? Actuellement, on est à 1,1 degré de réchauffement mondial. Si on arrête actuellement toutes les émissions CO2 d'un coup, paf, j'ai un bouton magique, paf, on arrête, magnifique. Avec un effet d'inertie, en fait, on arrive à un réchauffement qui se situe entre 1,3 et 1,7 degrés. Donc ça veut dire que actuellement, on est déjà à 1,5 degré, qui est préconisé comme la limite à ne pas dépasser par le GIEC. On parle souvent par rapport au climat des accords de Paris, qui ont eu lieu il y a quelques années en arrière. C'est des pays qui ont proposé des engagements pour arriver à au moins pas dépasser 2 degrés. Si tous les accords étaient respectés, en fait, on serait dans un scénario de réchauffement de 3 degrés. Actuellement, les engagements ne sont pas tenus et des pays comme les États-Unis se sont retirés des engagements. Dans un scénario dans lequel on est actuellement, si on ne change rien, on arrive à un réchauffement de 5 degrés à la fin du siècle. Et puis, il faut savoir que quand on parle de réchauffement climatique, ce réchauffement, il n'est pas linéaire. Parce que là, il faut prendre en compte des phénomènes climatiques qui sont connus et qui s'appellent les boucles de rétroaction. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des phénomènes qui sont extrêmement puissants et qui s'auto-renforcent, un peu comme des cercles vicieux. Et ça participe à l'augmentation des températures. C'est des phénomènes qui, une fois qu'ils se déclenchent, ils sont incontrôlables. Ça veut dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et puis, il y a une quinzaine actuellement de boucles de rétroaction qui ont été identifiées et qui interagissent entre elles. Les études actuellement disent, les auteurs de ces études disent que si ces boucles de rétroaction s'enclenchent, si les prédictions de leurs études arrivent, ça va remettre en question jusqu'à l'habitabilité de la Terre pour notre espèce et pour bien d'autres espèces. Donc ça, c'est l'aspect du réchauffement climatique. Donc déjà là, l'ambiance est pas cool. Je suis désolée, je n'ai peut-être pas venu pour ça ce soir. Mais si on parle de justice climatique, il faut prendre en compte l'entier de la crise, c'est-à-dire pas seulement l'aspect climatique, mais aussi l'aspect écologique. Parce que la crise écologique, avant on était écolo parce qu'on aimait bien les papillons. Et maintenant, en fait, si on est écolo, c'est pour notre survie. C'est-à-dire que même si le climat était stable, même s'il n'y avait pas de réchauffement climatique dangereux, en fait, la situation de la crise écologique est si grave que ça met juste en elle-même la question de notre survie en question. Je donne juste un exemple pour ne pas m'étaler trop. C'est un rapport de l'ONU qui est sorti l'année passée et qui dit que la biodiversité qui est cruciale pour notre sécurité alimentaire disparaît de jour en jour. On sait qu'on a perdu 75% des insectes depuis 1990 en Europe. La crise climatique et écologique, elle met en danger la vie de tout le monde. C'est une crise qui est sans précédent, vous l'avez dit dans l'introduction d'ailleurs. Donc, voilà, ça c'était pour reposer le contexte de la situation factuelle scientifique. Et les conséquences, qu'est-ce qu'elles sont? Les conséquences, on les vit maintenant. En Suisse, déjà, il y en a. On parle de fonds de glaciers, on parle de pénurie d'eau, parfois on parle de canicules, des nids tropicales, des décès liés à la chaleur, des inondations qui ont ravagé des villages juste avant l'été encore. Et puis, si on va avoir une idée de l'ampleur que ça peut avoir, ces conséquences des catastrophes climatiques, on va voir plus loin. Il y a des inondations. En mars, il y en a eu une qui a ravagé 2 pays, le Zimbabwe et puis le Mozambique.
Il y a des incendies qui se répètent de plus en plus, par exemple au Portugal, et puis en Californie, et puis je ne parle même pas de l'incendie des forêts dont on a beaucoup parlé le mois passé. Il y a des sécheresses qui sont impressionnantes, et puis qui amènent à des désertifications, et puis des échecs de culture. Il y a l'Inde qui a subi une sécheresse énorme cette année, 40% du territoire était touché. Il y a des villages, il y a des gens qui ont dû quitter leur village parce qu'ils n'avaient plus de nourriture et plus d'eau. Il y a des gens qui ont refusé de partir et qui ont dû se suicider parce que c'était pas viable. L'eau était tellement rationnée qu'il y a eu un marché noir de l'eau. On en arrive à une mafia de l'eau. Ça, on lisait dans les livres de science-fiction. En fait, c'est maintenant, c'est arrivé cette année, on y est. Donc en fait, quand on parle de climat, et puis quand on parle de crise climatique, et quand on parle du coup de justice climatique, en fait, on parle de ça. Et actuellement, on a une fenêtre de temps dans laquelle justement on peut encore agir. Et du coup, voilà, moi je ne connais pas les questions philosophiques de la justice, et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir pour en discuter tous ensemble, mais il y a, je pense, un bout de la justice climatique qui est de voir la vérité et d'agir en conséquence. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète à Extinction Rebellion. C'est vraiment dire la vérité et agir en conséquence, montrer qu'on a compris cette vérité. Et pour vous, Madame Rose? Moi, je rejoins en grande partie en fait, ce qui a déjà été dit. J'aimerais rebondir en fait, sur quelque chose que tu as dit toi par rapport justement à ces peuples en fait, qui doivent partir de l'endroit où ils vivent, qui n'ont déjà rien du tout. Je pense que ce qui est aussi important de rappeler par rapport à la justice climatique, c'est qu'il faut en fait que chaque peuple et chaque individu il ait en fait une forme d'égalité face au réchauffement climatique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et il y a beaucoup en fait de pays qui ont le moins contribué à ce réchauffement climatique, qui en subissent les plus lourdes conséquences. Et je pense, moi je pense beaucoup justement à tous ces peuples qui sont dans l'Amazonie, qui en fait ont des connaissances de la nature et de ce qui nous entoure qui sont bien plus grandes que la plupart des scientifiques du monde, et ils ne sont pas protégés. Pour moi, les enjeux en fait, climatiques ils sont plus importants que les enjeux politiques, et c'est aussi comme ça qu'on peut changer les choses, qu'on peut faire réfléchir les gens. Il faut qu'on offre à chaque individu qui est touché par cette catastrophe d'avoir un accès à l'eau, de pouvoir se soigner, d'avoir accès à de la nourriture. Enfin, on voit en fait à quel point les grands États membres aussi de ceux qui ont signé les accords de Paris ne prennent pas leurs responsabilités. Et c'est aussi pour ça que l'initiative pour les glaciers a été lancée. C'est justement pour que ce soit inscrit dans la Constitution. Il faut en fait avoir toutes sortes de mouvements et toutes sortes de personnes qui s'engagent pour pouvoir protéger chaque personne sur cette planète. La notion de justice, elle fait aussi référence aux droits, aux tribunaux. On a vu des pays attaqués pour inaction climatique. La Hollande a été condamnée. La France a été attaquée. En Suisse, elle a fait appel, mais la Suisse, il y a eu les aînés pour le climat qui ont voulu s'adresser à l'administration fédérale, qui ont été renvoyés et qui se sont adressés au TAF, qui a refusé de les entendre. Enfin, qui n'est pas entré en matière, et qui a rejeté le recours, pardon. Et je crois qu'ils sont au niveau du tribunal fédéral, mais ça risque d'aller encore plus loin. Ces actions-là, la justice, c'est la nouvelle arme, M. Bourbon, pour lutter contre cette dégradation du climat. En tout cas, le droit national et international est une des armes qu'on a à disposition pour pousser les États à respecter la justice climatique. Donc, une des notions phares dans la justice climatique, c'est la notion de responsabilité. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'idée que les pays les plus développés sont les pays qui ont le plus de responsabilités pour lutter contre le changement climatique, non seulement parce qu'historiquement, c'est eux qui ont le plus contribué aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi parce que financièrement et technologiquement, ils ont la capacité de le faire. Donc cette double notion pousse les États à agir, et ce qu'on observe depuis plus de 20 ans de négociations internationales aujourd'hui, c'est que la plupart des États développés n'assument absolument pas leurs responsabilités. C'est pour ça que certaines associations poursuivent les États devant la justice, comme Montpellier, l'association civile qui a poursuivi l'État en justice en Hollande, qui a obtenu gain de cause. Ça montre que c'est un levier d'action possible et que ça peut être un levier d'action efficace pour pousser à la promotion de la justice climatique. Il faut aussi voir le tableau dans son entièreté.
La justice climatique, c'est pas que le droit, il y a aussi de multiples initiatives à d'autres niveaux qui sont faites. Donc en tant que citoyens, par les élections et par les votations, nous pouvons participer à la justice climatique. Donc l'initiative pour les glaciers est un excellent exemple. Les mouvements sociaux, le mouvement pour la justice climatique, toutes les grèves pour le climat, les marches pour le climat, tout ça participe à la pression à mettre sur les politiciens pour qu'ils respectent les justices climatiques et qu'ils limitent les injustices climatiques qui ont été mentionnées. Donc les injustices climatiques, c'est les personnes vulnérables, ici et ailleurs, surtout dans les pays en développement, les populations pauvres qui doivent subir de plein fouet les impacts climatiques, comme les ouragans, les sécheresses, l'augmentation du niveau des océans. Ces personnes-là ont leurs droits fondamentaux violés, notamment le droit à la santé, à la subsistance et à la vie. Et pour protéger ces droits, les États dans lesquels ils vivent n'ont pas les moyens, à la fois technologiques et économiques, pour le faire. C'est pour ça que dans les pays développés, nous avons une responsabilité d'aider ces populations à s'adapter. C'est que à ces conditions que la justice climatique sera réalisée. Et il faut passer par le droit, il faut passer par les actions dans la société civile, il faut passer par toutes ces différentes modalités pour essayer de faire respecter la justice climatique et passer des notions abstraites de responsabilité et capacité à des politiques climatiques ambitieuses. Mais gagner au tribunal, c'est bien joli, ça prend du temps. Mais comment on fait infléchir des gouvernements comme celui de Bolsonaro? Même avec la justice. Je pense qu'on peut passer par les sanctions économiques. Il y a la diplomatie, qu'il faut d'abord utiliser avant tout, mais la diplomatie, nous avons eu un temps d'illustration à travers le régime climatique. Donc depuis la signature de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques à Rio en 1992, jusqu'à aujourd'hui, les politiques climatiques internationales sont amplement insuffisantes. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont fait qu'augmenter au niveau global depuis ces années. Notamment que la diplomatie a ses limites, notamment en raison du fait que les lobbyistes des grandes entreprises qui exploitent les énergies fossiles font pression constamment sur les politiciens. Donc je pense qu'on peut aussi passer par des instruments, des instruments comme typiquement les sanctions économiques. Donc c'est des instruments économiques qu'on peut mobiliser, et également les incitations, inciter les gens à changer de comportement en montant le prix des énergies fossiles et en baissant le prix des énergies renouvelables. Donc je pense qu'on peut passer de politique à l'économique et aussi au niveau social pour multiplier les niveaux. C'est sûr qu'on ne peut pas simplement dire à Bolsonaro de cesser, c'est des personnes qui ont beaucoup trop de pouvoir, mais je pense qu'on peut utiliser beaucoup d'accents sur de multiples fronts pour passer au-delà des gouvernements comme le gouvernement Bolsonaro ou l'administration Trump, pour arriver quand même à pousser au niveau individuel et au niveau local et municipal les acteurs à agir. Je voulais juste ajouter quelque chose pour revenir aussi en Suisse. On parle d'infléchir un gouvernement comme Bolsonaro, mais quand on parle de l'action des aînés pour le climat en justice, parce que l'État ne les protégeait pas, et puis c'était un groupe de femmes âgées justement, parce qu'on sait que c'est une tranche de la population qui est particulièrement vulnérable, il y a eu un non-lieu du tribunal administratif fédéral, et en fait, dans le rendu de la décision, ils ont dit qu'effectivement, ils reconnaissaient que l'État ne faisait pas son travail pour protéger ces femmes, mais qu'en fait, il y avait un non-lieu parce que ces femmes n'étaient pas la seule tranche de la population qui était en danger par le réchauffement climatique. Donc même ici, en fait, je pense que la question elle est légitime de savoir comment on fait infléchir une justice comme ça. Donc on parle de responsabilité des États, mais moi quand je vais aux manifs et que j'interroge les jeunes, bien que leurs manifs soient destinés au gouvernement, la plupart du temps ils me disent que les responsables sont les multinationales et les banques. Est-ce qu'il y a une échelle de responsabilité là-dedans? Moi, je pense qu'il y a une forme d'échelle de responsabilité, comme on l'a dit justement avant aussi, avec les pays qui sont sous-développés et qui n'émettent rien du tout, ou presque, et les grands États membres des accords de Paris qui ont signé quelque chose et qui ne font rien. Je pense qu'il y a en fait aussi au niveau des associations et des initiatives qui sont déposées, comme les multinationales responsables, ça rejoint aussi beaucoup ce que vous venez de dire. Il se passe des choses et en fait il faut rendre plus responsables les gens qui devraient l'être aussi. Mais vous qui êtes porteuse d'une initiative justement, vous savez très bien que nous avons un système politique lent. Ça va prendre du temps, on a une loi aussi en révision qui va sans doute être combattue par un référendum. Tout ça c'est un temps fou, on parle d'urgence climatique. Est-ce que ça a un sens encore de faire des initiatives?
Je pense que si je pensais que ça n'avait pas de sens, je ne serais pas là. Je ne serais pas en train de vous parler et je ne m'engagerais pas. On sait en fait que le processus politique suisse il est très très lent, donc ça c'est clair. Enfin, moi je suis aussi engagée en politique, je le sais. Simplement ça fait partie en fait de la démocratie et c'est ça aussi qui fait qu'on a le droit de donner notre avis en fait. On a le droit de voter, d'élire, d'être actif. Et en fait, au niveau de l'Association suisse pour la protection du climat et au niveau du comité de l'initiative, on soutient et on est vraiment à 1000% pour tous les mouvements comme Extension Rebellion et puis tous ceux qui s'engagent aussi dans les mouvements citoyens. Mais on sait, nous, que dans tous ces processus qui sont très très lents, on n'a pas en fait d'autre choix que d'être un peu patient alors qu'on n'aurait pas très envie. Et au-delà d'être lent, c'est très symbolique. Votre initiative parle d'inscrire les accords de Paris dans la Constitution, mais rien ne garantit que l'État fera en sorte que ces accords soient respectés. De même pour les Verts qui lancent aussi le même type d'initiative au niveau vaudois, par exemple. On a des déclarations d'urgence climatique qui ont été faites par des cantons, des villes. On n'avance pas ou on avance ? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, chaque fois qu'on sonne une alarme ou qu'on en parle, on avance. Enfin, je pense que c'est quand on se tait et qu'on ne fait rien qu'on n'avance pas. Et je pense que chaque intervention qui a été posée, chaque initiative où on récolte des signatures, c'est important et il faut continuer de le faire. On va dans le même sens, on tire à la même corde. Tout ce qui est fait, même des déclarations d'urgence climatique symboliques qui ne sont pas contraignantes, en fait, tout ça, ça va dans le bon sens. Ça veut dire que, quand même, dans l'agenda politique, il y a des choses qui sont intégrées petit à petit. On n'a jamais autant parlé du climat que depuis une année, parce que probablement, ça a un lien avec tous ces mouvements de la rue. Maintenant, on est forcé d'en parler. La question, elle est amenée dans le débat de force tout le temps. Donc, moi, personnellement, je suis aussi très pour l'initiative des glaciers parce que je pense que c'est aussi une manière de sensibiliser les gens en allant récolter des signatures. Ça amène le débat dans la rue et puis ça amène le débat encore aux politiques. Par contre, c'est vrai que tout ça est lent. Et le problème actuellement, c'est qu'on n'a plus le temps. On est dans une urgence. C'est factuel, c'est scientifique. Donc, ça montre qu'on va dans le bon sens et ça montre qu'il faut absolument continuer. Et c'est pour ça qu'il y a des mouvements justement comme Extinction Rebellion qui proposent de continuer à mettre une forme de pression parce qu'on a besoin que les choses avancent plus vite. Et on se base aussi sur des exemples par le passé. Un exemple où en fait on a considéré une situation comme étant une crise et en fait il y a des solutions qui ont été débouchées très vite. En 2008, je crois, je vais m'arrêter si je dis 2006, l'UBS était en faillite. Et ça mettait en fait l'économie suisse de manière systémique en danger aussi. Et en fait, en extrêmement peu de temps, je ne sais plus exactement les chiffres, il faudrait voir, mais ça ne devait pas être beaucoup plus que quelques mois, au grand maximum, il y a des sommes extraordinaires qui ont été débloquées pour répondre à cette crise. Donc en fait, quand on considère une situation comme critique, on a les moyens d'agir, même en Suisse, même dans une démocratie qui est lente. Si je peux aussi réagir à cette question, donc le fait, je pense qu'il y a autant de monde ce soir, illustre bien justement la prise de conscience collective face à l'urgence et la gravité du changement climatique. Je pense que c'est une bonne illustration. Et je pense que cette prise de conscience est explicable par deux choses principalement. D'une part, l'excellent travail des scientifiques, notamment au sein du GIEC, les scientifiques du climat qui publient rapport sur rapport pour nous informer sur l'état de la planète. Et d'autre part, le phénomène d'accélération climatique, le fait que de plus en plus d'impacts climatiques ont lieu à travers la planète en entier, aussi en Suisse, les vagues de chaleur, nous expérimentons le changement climatique, c'est plus quelque chose d'abstrait pour les personnes éloignées, tant dans l'espace que dans le temps, c'est quelque chose qui est là maintenant, et je pense que tout ça participe à la prise de conscience. Maintenant, ce qui est important de faire, c'est la transition entre la prise de conscience qui progresse et l'adaptation des comportements. En effet, la politique prend beaucoup de temps en démocratie, ici comme ailleurs, et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que le cadre institutionnel parfait soit en place pour agir. Si on attend que la justice climatique soit inscrite dans la Constitution pour agir, ce sera absolument trop tard. Donc, avant que les initiatives soient déployées, nous avons de multiples actions que nous pouvons faire au niveau individuel. D'une part, pour mettre de la pression sur les politiques, où on fait le lien entre l'individu et les collectifs, mais aussi, d'autre part, en tant que citoyen et consommateur,
pourront faire énormément de choses. Limiter ses émissions de gaz à effet de serre et réduire son impact carbone, nous n'avons pas besoin que toutes les politiques soient en place pour le faire. Donc je pense qu'il faut aussi prendre en compte que, notamment lorsque nous sommes des consommateurs privilégiés comme en Suisse, il y a énormément de choses qu'on peut faire au niveau individuel sans attendre que le niveau collectif progresse substantiellement sur ces questions. C'est pour ça que je pense qu'il faut distinguer différents niveaux ou différentes familles d'acteurs. Il y a les acteurs individuels que nous sommes, il y a aussi les acteurs internationaux où on parle beaucoup des Nations Unies, et entre deux, il y a aussi les États et les entités infranationales, comme les villes, qui peuvent faire beaucoup, et enfin, on l'a mentionné tout à l'heure, les multinationales, les entreprises qui sont doublement responsables, notamment les entreprises comme BP et Shell qui exploitent les combustibles fossiles, elles sont doublement responsables parce qu'elles contribuent directement aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi parce qu'elles ont financé pendant des décennies des campagnes de désinformation pour que la prise de décision politique soit ralentie, voire soit complètement paralysée. Ça a eu lieu en Suisse, ça a eu lieu aux États-Unis, en France, et cela rend les multinationales encore plus responsables que certains autres acteurs. Donc c'est important aussi d'insister sur la responsabilité de ces acteurs précis. Mais un exemple très concret qui est là actuellement dans notre journal aujourd'hui, des jeunes grévistes du climat dans le canton de Vaud participent à des réunions assez régulières depuis le début de l'année avec le Conseil d'État. Lundi, ils en ont eu une et ils sont sortis un peu dépités de cette réunion parce qu'ils se rendent compte que la marge de manœuvre n'est pas si grande, voire inexistante. Ils sont un peu... ils font face à justement un désenchantement en voyant que l'État dit il faut prendre tous les milieux en compte, en considération, ils n'arrivent pas à avancer. Vous, comment vous voyez la suite en voyant un tel constat, les jeunes qui se disent mais en fait la réponse on ne peut pas l'attendre de l'État, du gouvernement, de l'exécutif. Ouais, moi je comprends, je me mets à leur place, je serais désespérée, genre envie de lancer des cailloux et je trouve qu'ils ont beaucoup de classe de réagir comme ils le font. On s'entend qu'avec Extinction Rebellion est un mouvement non violent. Quand je dis lancer des cailloux, c'est des cailloux dans le lac parce que j'étais fâchée. Non mais c'est absolument désespérant et je pense que ça reflète aussi l'état dans lequel on peut se sentir, même si on ne va pas rencontrer les politiques, simplement des fois en lisant le journal ou en regardant ce qui se passe à la télé. Je me suis perdue en parlant de cailloux, du coup je me suis... Tu peux me rediriger la question, s'il te plaît ? Quand on voit ces jeunes qui s'entretiennent avec les pouvoirs et qui se rendent compte en fait que ce pouvoir doit prendre en considération... Qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est une mauvaise réponse. C'est une très mauvaise réponse. Je leur jette pas la pierre aux gens qui sont dans les politiques, on leur en demande beaucoup ces temps, et de tous les côtés. Je dis pas que c'est des gens qu'il faut blâmer, absolument pas. Et je peux comprendre qu'ils peuvent se sentir tout aussi démunis que nous. Sauf que ce sont des gens qui ont été élus et qui sont censés faire leur travail au niveau politique de discuter, d'arriver à des consensus et d'arriver à des lois pour mettre en avant le bien-être de la population générale. C'est pour ça qu'on les élit. C'est ça leur job, quand même, fondamentalement, si j'ai bien compris la démocratie de mon pays. Donc, entendre qu'en fait, ils peuvent rien faire, c'est pas une bonne réponse. Et puis, je pense que c'est aussi une sorte de fausse excuse, parce que c'est pas complètement vrai qu'ils peuvent rien faire. Ils disent souvent qu'ils doivent effectivement entendre tout le monde, et je pense que c'est important d'avoir des avis différents, mais il faut aussi se rendre compte maintenant que l'avis de tout le monde n'a pas le même poids. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Vous avez dit, ils ne peuvent pas rien faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement ? Plein de trucs. Quoi ? J'avais des exemples. Alors, le truc, c'est que moi, je ne vais pas m'avancer sur ce terrain-là, parce que personnellement, je ne suis pas politicienne, et puis à Extinction Rebellion, on est très clair dans le sens où, en fait, on pense fondamentalement que c'est les gens qui sont habilités à prendre les meilleures décisions. On a une des revendications par rapport au gouvernement, c'est que le gouvernement s'appuie en fait sur la population, sur des assemblées citoyennes qu'il formerait, qui seraient conseillées par des expertes et des experts par rapport à des questions complexes du climat, de la biodiversité, et puis qui apprendraient sur ces sujets, qui débattraient, qui arriveraient à des consensus. Donc c'est la population elle-même qui pourrait proposer des solutions. Ça permettrait d'aérer un peu peut-être le sentiment des gouvernements, des politiques
d'être coincé. Parce qu'on se sent coincé peut-être à cause des questions des lobbies. C'est quand même des gens qui ont parfois des intérêts qui sont contradictoires, qui peuvent l'être en tout cas. Et puis il y a aussi la problématique de réélection quand même en politique. Il faut se rendre compte que c'est des mandats. Et donc du coup il y a quand même, par rapport au climat, des décisions à prendre qui sont absolument pas populaires et qui ont besoin d'être réfléchies sur le long terme. Peut-être que ce système d'assemblée citoyenne permettrait de pallier en tout cas à ces deux gros problèmes. Mais je pense que ce que tu dis, que les politiques ils sentent, qu'ils disent qu'ils ne peuvent rien faire, je pense que c'est en fait une période où aussi ils se sentent très démunis et très sous pression. Au niveau suisse, en fait, il va quand même y avoir les élections en octobre. Ce que moi je trouve positif et aussi parfois ça me rend sceptique, c'est qu'il y a de plus en plus de partis de tous bords qui sont hyper intéressés par le climat. Je pense qu'effectivement c'est super bien de s'y intéresser et d'avoir envie de s'engager. Je pense que comme tu dis, il y a des gens qui sont dans le monde du lobby, qui ont certains intérêts, pardon, et ça fait en fait aussi la difficulté de la vie politique et des actions qu'on peut faire. Moi, je vois plutôt les changements en fait, au niveau électoral de manière positive. Cette année, j'ai quand même l'espoir qu'on ait une montée des Verts et de la gauche en général, et surtout de personnes qui ont envie de changer les choses. Je pense que ce serait super important en fait, que chaque Suisse qui va voter aussi dise à quelqu'un d'autre d'aller voter qui ne le fait pas forcément. On sait qu'on n'est pas les proies du super quota de gens qui vont voter. Et ça, je trouve assez désolant parce qu'en fait, si les gens prenaient un petit peu leurs responsabilités, et en fait, c'est une chance qu'on a en Suisse de pouvoir donner son avis. Si chacun le faisait, on pourrait changer bien plus de choses. Aussi sur cette thématique, je pense qu'il faut faire une distinction importante entre la capacité politique et la volonté politique. Nous sommes un des pays les plus riches de la planète avec une capacité d'innovation incroyable. Si la Suisse n'arrive pas à montrer l'exemple en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de protection des populations vulnérables sur son sol, quasiment aucun autre pays sera en mesure de le faire. Donc nous avons clairement un rôle de modèle à jouer que nous n'assumons pas jusqu'à maintenant, non par manque de capacité, mais par manque de volonté. Et c'est justement sur cette volonté politique que nous pouvons jouer. Les décideurs politiques, tu l'as mentionné, sont intéressés aussi pour cette question des cycles d'élection, ainsi de suite, qui les préoccupent énormément. C'est pour ça que c'est aussi important que ces mouvements citoyens fassent autant pression sur les politiciens pour montrer qu'il y a une masse critique qui commence à se mobiliser pour demander la transition écologique. Montrer que c'est plus juste une minorité marginalisée de la société, mais que de plus en plus de gens, à travers toutes les générations qui existent aujourd'hui, veulent cette transition écologique. Et c'est à partir du moment où il y aura assez de citoyens préoccupés par cette thématique que ça va devenir beaucoup plus évident pour les politiciens d'entamer cette transition écologique. Ça ne vient pas forcément que de haut vers le bas, top-down, c'est aussi bottom-up. Il faut que ça vienne du bas, que les citoyens montrent leur volonté politique, et tous ces mouvements sociaux, les grèves pour le climat, les marches pour le climat, ainsi de suite, montrent qu'il y a une masse critique en train de se former, et il faut continuer dans cette direction. On imagine souvent les politiciennes et les politiciens comme des leaders, mais en fait c'est faux. En fait c'est des suiveurs de l'opinion publique, en vrai. Voilà. Donc c'est pour ça que j'appuie ce que tu dis. J'aimerais ouvrir le débat parce que je trouve que c'est injuste que ce soit qu'à moi de poser des questions. Le public, vous avez des questions dans la salle déjà? Oui, alors juste monsieur derrière avant. En fait, moi je me demandais si, par exemple, vous qui êtes philosophe, si vous saviez si des fois, juridiquement, est-ce qu'on peut condamner a posteriori, rétrospectivement, par rapport à la pollution qu'a pu causer une compagnie, que ce soit qui fait du métal, ou des matières rares, ça, c'est un peu long, par exemple, si c'est pas, parce que légalement, ça a déjà été fait. Moi j'ai l'impression que si une loi une nouvelle loi est votée, qui n'a pas été respectée, c'est que pour du posteriori, pas du quelque chose qui s'est passé avant. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est mettre des limites sur les quantités de gaz, des limites sur les quantités de combustibles fossiles que nous allons utiliser. Et nous devons le faire de manière rétrospective, dans le sens où on doit prendre en compte dans le budget carbone ce qui a déjà été émis au préalable par les entreprises et par les pays. Donc pour justifier le fait que nous devons laisser sous terre plus de 90% des ressources
combustibles fossiles restantes, il faut forcément regarder sur qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour justifier cela. Et par rapport à cette idée, c'est en lien avec l'idée de responsabilité historique, le fait que nous devons tenir des agents responsables aujourd'hui pour des actions qui ont été effectuées dans le passé. Le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine qui contribue au changement climatique, a une durée de résidence dans l'atmosphère de plus de 200 ans, 300-400 ans, ce qui veut dire que les émissions de la révolution industrielle, pour la plus grande partie, sont encore présentes aujourd'hui, et ce que nous émettons aujourd'hui sera encore présent dans 200 à 300 ans. Donc, en raison de cette durée de résidence, nous sommes obligés de prendre en compte les émissions historiques qui ont été causées pour après répartir au niveau des entreprises et au niveau des pays ce qu'on peut encore émettre. Et là, ce qu'on découvre aujourd'hui, ce que les scientifiques nous disent, notamment avec le GIEC, c'est que le budget carbone qui nous reste est extrêmement infime. Si on continue à émettre au rythme actuel, nous avons au mieux 15 ans pour cesser complètement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut jouer sur ce terme-là au rythme actuel. Ce qu'il faut, c'est réduire drastiquement les émissions dès aujourd'hui, dès 2020, pour arriver à faire une transition qui soit suffisamment juste pour toutes les populations concernées. Sinon, nous risquons de mettre en danger des populations qui sont en situation de pauvreté énergétique et qui n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui et qui ont besoin d'utiliser les combustibles fossiles. Donc, pour votre question, je pense que c'est vraiment important de prendre en compte l'histoire et la responsabilité historique pour déterminer la part de responsabilité des entreprises et des pays. Je voulais juste ajouter un chiffre par rapport aux émissions de CO2, c'est que par rapport au taux d'émissions de CO2 par année depuis la révolution industrielle, pour rester dans les limites planétaires, on a dépassé la limite la quantité de CO2 pour rester dans les limites planétaires en 1988. Donc on a un petit peu trop de retard. Juste madame, là. Vous avez toujours la question? Oui, Attendez, il y a le micro qui arrive. j'ai beaucoup de commentaires, mais je vais me limiter. Des questions plutôt, s'il vous plaît. Alors, comment agir, je dis bien comme ça? Un peu plus près. Plus près. Comment agir contre Bolsonaro? Il faut simplement ne plus acheter de bœuf et de soja de Brésil, n'est-ce pas? C'est la solution. Et il y a urgence, c'est ça, il y a une grande urgence. Et les multinationales, il faudrait les éliminer. Parce que le commerce... Plus radical d'Extinction Rébellion. Le commerce international, il y a 80 000 bateaux cargo qui nous apportent des choses de l'Asie, par exemple, qui polluent l'air et l'eau, etc., etc. Merci pour votre position. J'avais une question par rapport à votre définition de la justice climatique. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous faites un peu l'amalgame entre justice climatique et justice sociale, en parlant de la responsabilité des pays riches par rapport aux pays pauvres qui sont vulnérables. Je pense qu'il faut aussi penser on parle des multinationales, mais pour moi, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en fait, il faudrait plutôt parler des pays producteurs de pétrole. Quand on parle de l'Algérie, 95% des exportations de l'Algérie, en termes de change, proviennent des exportations de pétrole. Donc, on parle de l'Algérie, on peut parler des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Arabie saoudite. On voit ce que ça donne au Venezuela, quand l'industrie du pétrole se périclite, tout le pays, en fait, s'effondre. Donc, pour moi, c'est pas si simple, en fait, de faire un amalgame entre justice climatique et justice sociale, parce que, imaginons qu'on interdise les multinationales comme Exxon, Shell ou autres, ça ne résoudra pas le problème de tous ces pays qui dépendent à quasiment 100% de leurs exportations du pétrole. Et si on ne peut pas leur proposer une alternative, on les condamne, en fait, ces pays-là. L'Algérie, d'ailleurs, elle-même, elle est condamnée, puisque à partir de l'année prochaine, elle aura quasiment épuisé ses stocks de pétrole. Donc on va se retrouver avec 40 millions de personnes en Afrique, en dessous de la Méditerranée, qui n'auront plus de source de revenus. Est-ce qu'on ne va pas être face à un grand danger en termes de migration de réfugiés climatiques dès l'année prochaine? Donc quand on parle des échéances 2030, 2050, 2070, moi, je pense que c'est un peu utopique. Il faudrait déjà se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, quoi. Alors, on a trois questions. D'abord, la première, c'est quelle est la différence entre justice climatique et justice sociale? Historiquement, les champs de recherche sont assez distincts, dans le sens où la justice sociale se pense avant tout au niveau domestique, et la justice globale la justice climatique se pense au niveau global.
Après, il est très important de prendre en compte les deux éléments, à la fois la justice sociale et la justice climatique, parce que quand on ne le fait pas, les politiques qu'on met en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre peuvent nuire aux populations les plus vulnérables dans la société. C'est ce qu'on a observé en France avec la crise des Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de causes à cette manifestation, mais la taxe carbone a joué un rôle. Parce que cette taxe carbone avait des effets sur les populations énergétiquement vulnérables dans la société. Donc, si pour lutter contre le changement climatique, nous mettons en place des taxes carbone et des politiques de transition énergétique qui nuisent aux personnes vulnérables sur le sol, là nous avons une contradiction de justice climatique et justice globale, et c'est pour ça que la justice sociale. C'est pour ça que vous avez raison de distinguer les deux termes, ils ne vont pas forcément ensemble. Donc ça, c'était le premier élément de votre question. Le deuxième, c'était sur les producteurs de pétrole. Quelle alternative En fait, à ces pays? Nous devons faire tous les pays, y compris les pays producteurs de pétrole, doivent mettre en place la transition énergétique dès aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de dire que nous devons passer des combustibles fossiles comme source primaire de notre énergie à des sources alternatives d'énergie, avant tout les énergies renouvelables. Nous avons une poussée énorme de l'innovation dans le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Tous les pays doivent participer à cette transition si nous la mettons en place avec des subsides suffisants. Nous savons actuellement que les subsides pour les énergies fossiles sont environ 2000 milliards de dollars par année au niveau global. C'est énorme. Si on prend cette somme et qu'on investit à la place dans les énergies renouvelables, la transition énergétique devient possible dans la plupart des pays. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il faut penser plutôt en termes de transition énergétique pour essayer de faire respecter la justice climatique dans tous les pays. Et là, allez-y. Moi, j'aimerais juste rebondir en fait, sur ce que vous disiez par rapport au risque de réfugiés climatiques. En fait, des réfugiés climatiques, on en a déjà maintenant, et on en a déjà depuis plusieurs années. Moi, c'est quelque chose qui me questionne, et aussi, je réfléchis beaucoup par rapport aux politiques, c'est que je repense à un débat que j'ai entendu en fait, il y a quelques jours où il y avait un politique de droite qui était présent. Et en fait, lui, il mettait nos émissions de CO2 en Suisse tout sur le compte de l'immigration et des étrangers en Suisse. Je pense que si en fait on arrive à faire comprendre aux politiques de manière globale que si on protège le climat, les gens ne vont pas venir. Les gens en fait ils vont pouvoir rester où ils habitent, ils vont pouvoir protéger l'endroit où ils sont, s'y sentir bien et continuer d'y vivre. Donc je pense que ça fait aussi partie des mesures qu'on doit avoir, c'est d'expliquer en fait aux gens qui sont issus de plein de milieux politiques, de leur expliquer ça en fait aussi, c'est que on réduit le nombre de personnes qui ont envie de quitter l'endroit où en fait à la base ils se sentaient bien, si on leur permet de leur protéger. Je suis désolée, je vais avoir un discours un tout petit peu plus radical. C'est aussi pour ça que je suis là peut-être. C'est qu'on parle de transition écologique. En fait, la période qu'on avait pour parler de transition écologique et puis la faire de manière douce, c'était dans les années 80 qu'il fallait commencer. Alors on a commencé, hein, on a fait des petits booms, on a fait peanuts en gros, si je peux me permettre ce terme. Actuellement, on n'a plus besoin, on n'est plus dans une période où on a besoin d'une transition écologique. On a besoin d'un virage à 180 degrés écologique. On est dans une crise. Quand on parle de transition douce, c'est pas comme ça que vous l'avez dit, hein, c'est pas ça que je dis, mais il faut juste bien donner la nuance du terme qu'on met à transition. On va faire une transition on a besoin d'une transition radicale si on veut préserver l'habitabilité de la Terre pour notre espèce. C'est de ça dont il s'agit dans les faits scientifiques. Faire une transition douce, ça va juste permettre à ce que ce soit catastrophique et peut-être qu'il y ait une partie de la population qui survive. Voilà, c'était juste pour remettre un petit peu d'ambiance dans cette discussion. Il y avait une question tout au fond, madame, au milieu là. C'est un moment qu'elle lève la main. Je passe le micro au milieu, voilà, elle est en train de lever la main. Ouais. Bonjour. Je voulais rebondir sur la question de la responsabilité des entreprises et aussi du sujet qu'on a abordé tout au début, où on disait que c'était important, peu importe ce qu'on fait, de faire du bruit et de parler de nos actions, etc. Il y a eu un article récemment dans le Guardian, dans le journal du Guardian, qui parlait de ce qui s'appelle la Secret Sustainability. Et en fait, il y a un chercheur anglais qui a fait état de plein d'outils
multinationales, pas que des multinationales, aussi des petites entreprises, qui ne voulaient pas parler des innovations en termes d'efficience énergétique, en termes d'écologie, etc. Parce que pour eux, c'était mauvais pour le business, parce qu'ils avaient peur que les gens pensent que les prix ils allaient augmenter ou que c'est du greenwashing, etc. Donc en fait, ils taisaient leurs innovations, ils ne les partageaient pas avec le reste, justement pour éviter des risques économiques. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je pense que c'est quelque chose qui est très présent en fait au niveau de l'innovation, c'est que l'économie et faire du fric, c'est toujours beaucoup plus important. Et je pense que c'est un des défis qu'on a, c'est de justement mettre le climat avant en fait, la place financière suisse par exemple, et de repenser en fait, le système en entier. Derrière, oui. Ouais, c'est votre micro. Non, mais juste petite question. Alors, on parle d'urgence, et là, on parle aussi de justice. Alors, la justice, un peu comme ça, dans la tête, traditionnellement, c'est quelque chose de long. C'est-à-dire qu'on fait des procès, il y a appel, tout ça, j'ai l'impression que c'est pas. Je ne sais pas si c'est le bon combat par rapport à l'urgence. Alors, moi, j'étais à la réunion du GIEC à l'ONU. Et il y a, en fait, la notion qui est intéressante, c'est de se mettre en état de guerre. C'est-à-dire que l'urgence climatique justifierait qu'on débloque les moyens que d'habitude les États mettent en place quand on est en guerre. Et par rapport à ça, je me demande si, alors ça va très bien la justice, mais je me demande si c'est pas le faux combat, parce qu'on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus, pas violent, mais en tout cas de réactif et qu'on n'a pas de place pour la justice. Voilà. C'est Dominique Bourg qui défend cette idée aussi que nous devons mobiliser l'économie comme en temps de guerre. Donc c'est vrai que les moyens dont on a besoin pour faire une transition écologique rapide, justement, pas une transition douce, mais une transition rapide, pour se donner les moyens de faire une transition à la hauteur de l'urgence et de la gravité du problème, ça va forcément demander des moyens économiques comparables aux moyens économiques qu'on a mis à disposition pour pouvoir produire tous les matériaux dont on avait besoin pour faire la guerre. Donc il faut mettre en place une économie de guerre, mais ce n'est pas forcément une économie qui va être injuste. Toute l'idée, justement, c'est de dire que c'est au nom de la justice climatique qu'il faut la mettre en place. Et la justice ne se réduit pas aux actions dans les tribunaux, c'est aussi quelque chose qu'on peut penser, nous, en termes individuels. Nous avons clairement des devoirs de justice climatique qui nous reviennent. La responsabilité première revient aux responsables politiques, à nos décideurs politiques, étant donné qu'ils n'ont pas mis en œuvre les moyens qu'il fallait dès les années 80 pour faire la transition. Nous avons une responsabilité secondaire qui revient sur nous en tant que citoyens, et cette responsabilité est justifiée par la justice climatique. Elle est pensée sous deux modalités différentes. La première modalité, c'est que nous devons faire pression sur les politiciens pour qu'ils prennent en compte leur responsabilité première. Ils ne l'ont pas fait ou pas assez jusqu'à maintenant, en Suisse comme ailleurs. Et la deuxième modalité d'action, c'est non plus en tant que citoyen par les votations et par les élections, mais aussi en tant que consommateur dans nos activités de tous les jours. Au terme de comment on pense la mobilité, quels moyens de transport on choisit, en termes de la source d'électricité que nous allons choisir. En Suisse, c'est très simple de demander à son fournisseur d'énergie 100% d'énergie renouvelable. Peu de gens le font, ça coûte peu cher. Aussi, en termes de taille des familles, il y a beaucoup de choses qu'il faut repenser. Et certaines choses peuvent sembler radicales aussi au niveau, par exemple, de la transition au niveau des régimes alimentaires, consommer moins de produits d'origine animale, ça peut sembler radical, mais le fait est que le problème face auquel nous sommes aujourd'hui est radical parce qu'on a beaucoup trop attendu pour y faire face. C'est pas trop tard, mais on est très en retard sur la question. Et c'est pour ça que face à un problème radical, des solutions non radicales ne suffiront pas. Le temps des demi-mesures est passé, il est passé depuis longtemps, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous devons penser tant au niveau individuel qu'au niveau collectif à faire des actions radicales. On est dans l'urgence, excusez-moi, je réponds encore. Je laisse la parole dans 2 secondes. On est dans l'urgence climatique, et puis les scientifiques s'accordent à dire ma phrase grammaticalement est fausse, on a à peu près 1 an, 2 ans pour agir. Et donc, je rebondis sur l'état d'urgence. À Extinction Rebellion, on demande que le gouvernement déclare l'état d'urgence. Sauf que comme on a cette toute petite marge encore avant que ce soit complètement beaucoup trop tard, on peut réfléchir à un état d'urgence qui intègre une justice climatique et qui intègre le respect des droits humains. C'est potentiellement la chance qu'on a encore actuellement. C'est une réflexion. Oui, bonsoir.
S'il y a un mot qui a été répété à Soissons ici dans cette séance, c'est le terme que vous venez d'utiliser, celui de l'urgence. Urgence vitale pour l'humanité. Or, je pense que l'une des revendications qui était mise en avant par le mouvement des jeunes au départ, puis le mouvement tout court en faveur du climat, qui tout à coup a disparu des unes des journaux et même des documents, c'est celui du changement de système. La dernière rencontre qu'il y a eu à Lausanne, avec d'éminents spécialistes du GIEC, cette question du changement de système a été laissée pratiquement de côté. Alors, ma question est la suivante. C'est face à cette urgence, je pense qu'il faut arrêter de discuter sur la démocratie que nous connaissons, qui n'est pas du tout adaptée à la situation. Il faut changer le système. Alors qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la solution? Comment on avance? Alors j'ai entendu qu'il y avait des propositions des assemblées citoyennes, populaires. Je pense que c'est une voie qu'il faut suivre, parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec le blablabla. Il faut prendre ce problème à bras-le-corps et prendre des décisions qui ne sont pas uniquement des positions individuelles, parce qu'on est dans une collectivité, et ça ne suffit pas. Et il faut obliger à ceux qui sont les plus grands responsables, soit de démissionner, soit de faire ce pourquoi ils ont été élus. Donc il faut renouveler la démocratie. Voilà. Ce n'est pas une question, c'est une intervention, mais que devient la revendication du changement de système? Peut-être Extinction Rebellion là-dessus. Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui est basé sur 10 principes et valeurs. Et il y en a un qui dit très clairement qu'on doit reconnaître qu'on vit dans un système toxique. On est dans un système où on met le profit financier avant la vie. Tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, et puis c'est Dominique Bourg d'ailleurs en parle beaucoup aussi dans ses conférences, si vous avez la chance de pouvoir l'écouter. Donc on doit reconnaître qu'on vit dans un système qui est absolument toxique. En tant qu'Extinction Rebellion, on va pas dire qu'est-ce qu'il faut faire, Il y a des gens qui réfléchissent à des changements de système, il y a plein de gens qui réfléchissent à qu'est-ce qui pourrait être fait d'autre. Extinction Rebellion ne prend pas position là-dessus. En tant que mouvement, on dit on a besoin justement de s'appuyer sur la population. Et la proposition des assemblées citoyennes, elle va dans ce sens-là, et ça pourrait être une question qui pourrait être traitée aussi. Voilà, donc la réponse dit de serre. Et l'heure du climat, à part ça, s'il vous plaît, juste encore sur cette question. Je pense, en effet, pour parler en termes de changement systémique, c'est inévitable pour arriver à avoir une action efficace contre le changement climatique. Mais l'idée, c'est que le changement de système peut se faire dans les limites de la démocratie. Donc, vous vous demandez quelle alternative on propose. Dans la littérature, il y en a des centaines. Vous prenez le livre de Dominique Bourg, justement, on parle de la démocratie écologique. L'idée, c'est de réformer la démocratie pour les rendre plus adaptées aux limites planétaires. C'est juste au niveau politique. Au niveau économique, il y en a encore plus. Plein d'économistes disent qu'on peut rester dans le système actuel en faisant un système de prospérité sans croissance, ou un système de prospérité avec de la décroissance. Tous les modèles économiques théoriques sont là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de les adapter, de les mettre en œuvre. Mais les alternatives sont là, elles sont disponibles, elles sont théorisées, et certaines sont même essayées au niveau local, comme les bilans de transition, c'est déjà réalisé. Donc, les alternatives sont là, c'est pas sortir du système. Nous avons tous les moyens pour le faire, et certains ont commencé à le faire. C'est juste qu'il faut aller beaucoup plus vite. Il y avait juste madame là-bas. Oui, alors madame, elle n'a pas besoin de micro. En fait, c'était... Allez-y. Ça se passe en France, c'est un petit village. Et le maire a décidé, les gens ont voté, d'accord, on arrête le glyphosate à 150 mètres de l'école. On ne spraye pas partout, là où il y a des bâtiments et des gens qui habitent. Et ben, il a été dégoûté, le maire, par le gouvernement. Voilà, donc il y a effectivement beaucoup de choses à changer, parce qu'il n'y a pas tant en France qu'on fera ce genre de choses. Les gouvernements sont bien installés dans leur petit système, et ça va être vachement difficile de le changer. Merci. Juste madame qui avait le plus blanc. Oui, mais mon voisin voulait aussi s'exprimer. Est-ce que vous auriez juste l'amabilité de donner le micro à madame qui lève la main et qui essaie de se battre depuis 2 heures pour avoir le micro? Je voulais revenir sur la justice, je crois que ça a été évoqué en tout début de séance, mais j'étais occupée par la justice, c'est pour ça que je suis arrivée en retard. Je suis la coprésidente des aînés pour la protection du climat, et nous menons donc une action judiciaire en Suisse. C'est une première. Nous sommes maintenant au tribunal fédéral.
Nous avons commencé en 2016. Le gouvernement a botté en touche, bien sûr, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous avons été ensuite à Saint-Gall, au tribunal administratif fédéral, qui a mis 18 mois à nous répondre, qui a botté en touche et qui n'a pas répondu sur le fond de notre requête qui fait 160 pages et qui est basée sur les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux à la santé, à la vie, et de notre Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous sommes donc maintenant, depuis janvier 2019, au tribunal fédéral. Nous attendons avec impatience la réponse, la décision. Sera-ce avant les élections, après les élections? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça sera encore cette année. C'est pas si long finalement. Et les aînés pour la protection du climat iront jusqu'au bout, c'est-à-dire que la dernière étape, ça sera Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il s'agit de droits fondamentaux. Et il y a des justices et des juges courageux, comme en Hollande, vous le savez, Urgenda a abouti. Le gouvernement a été condamné une première fois en 2015, il a bien sûr fait recours, est définitivement condamné en octobre 2018. C'est une immense victoire, ça a fait bouger les lignes, le Parlement a dû revoir sa copie et monter, faire une loi ambitieuse telle qu'elle devait l'être. Donc oui, la justice doit s'en mêler quand le politique ne fait pas le job. L'intervention, monsieur, du coup. Oui, moi je voulais intervenir. Sur le micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Ça va? Plus proche de la bouche. Allô? Ouais. Je voulais intervenir sur une question qui était posée par la jeune militante de l'Extension Rébellion il y a 20 minutes. Elle se posait la question si les politiques sont encore leaders pour porter le sujet que nous sommes en train de discuter. Moi, je n'ai pas la réponse. Par contre, je pense, tout à fait personnel, que les leaders dans cette affaire, ce n'est pas les gens qui sont là, soit les grands, soit moi, qui avons un âge certain. Ça fait depuis 45 ans qu'on connaît que le rapport est sorti. Le Club d'Europe a annoncé qu'il y avait ce problème de la modification du climat par rapport au mode de production et tout ça. Maintenant, c'est le temps de l'analyse, on continue les analyses, et en même temps on dit qu'il y a urgence, je crois qu'on fait fausse route. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le temps de se mettre d'accord que les leaders aujourd'hui, c'est nos jeunes, c'est les ados, c'est les jeunes, et pour ça, il y a urgence que le 28 septembre, on aille à Berne à manifester, et qu'on ne se contente pas d'être 20 ou 30 000 à Berne, il faut être 100 000 à Berne, derrière les jeunes qui sont les seuls qui sont habilités à dire qu'il y a urgence. Merci, votre appel a été entendu. Il est 19h30, il y a une conférence juste après. Alors je vais prendre... il y a combien de questions encore là? Oula. 4. Allez, on s'arrête aux 4. Mais questions-réponses rapides, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une conférence après. Bonsoir. Je voulais simplement mettre en évidence, on parle beaucoup de l'Amazonie, mais il faut savoir qu'en ce moment à Genève, dans le cadre de plans localisés de quartier, on abat massivement les arbres, des milliers d'arbres sont abattus, notamment aux Allières, il y a environ 10 jours, on a abattu plus de 200 arbres. Et réduire les émissions de CO2, c'est bien, mais je pense qu'il faudrait commencer par sauver nos arbres et se poser la question sérieusement. Et malheureusement, on n'est pas assez entendu là-dessus par nos politiques. Et je pense que la population n'est pas non plus assez informée de ce qui se passe dans le cadre de ces plans localisés de quartier qui ne respectent absolument pas ni intégration dans l'environnement, ni nos arbres. Donc ça me semble dramatique et je ne sais pas si vous avez une idée sur la question, il me semble que c'est un phénomène assez récurrent en Suisse en ce moment. Donc pour une Suisse qui se veut à la pointe de tout ce qui est projet et climat, je ne comprends pas. Et je m'en suis rendu compte et c'est vraiment inquiétant. Merci.
Est-ce que vous avez remarqué aussi, est-ce que la population... Alors, oui, merci. Peut-être je me permets juste un petit quelque chose. Je pense que c'est quand même difficile de comparer les incendies dans l'Amazonie et puis dans le Centrafrique et puis la déforestation qu'on vit dans nos villes. Parce qu'on n'est pas dans des mêmes problématiques. Déjà d'ordre de grandeur, mais aussi d'ordre de fonction que ces écosystèmes ont. Quand on parle de l'Amazonie, c'est quand même un des poumons de la Terre, on parle de puits de carbone, enfin, je veux dire, il y a des implications qui sont autres au niveau mondial. Par contre, l'importance de souligner quand même d'avoir des arbres dans les villes et puis des forêts dans les villes, c'est important, mais pour une question plus peut-être de santé par rapport aux personnes et puis par rapport aux canicules et des choses comme ça. Voilà. C'est essentiel. Je pense qu'on doit... Du coup, on est quand même dans des échelles et des importances et puis des questionnements qui sont un petit peu autres, donc c'est difficilement comparable. Merci. Vous arrivez à parler fort? Moi j'avais une question concernant les risques que comporte la géo-ingénierie. Je ne sais pas ce que vous en pensez avec tous ces problèmes. En fait, c'est des expériences qui visent à injecter du soufre dans le ciel, enfin, des trucs vraiment intéressants. Je me demandais quel risque ça pouvait poser et s'il y a des risques d'emballement en fait, au niveau des recherches, et que ça dégénère complètement dans le catastrophe. Je vais juste rajouter à sa question, ma question qui est pareille, plus ou moins pareil, les risques de géo-ingénierie, mais de toute façon, va-t-on finalement pas y recourir? Moi, je répondrais à votre question par autre chose, en fait, par un autre biais. Avant de parler des risques de la géo-ingénierie, je pense que c'est important de réfléchir à l'intérêt d'investir dans la géo-ingénierie. Il y a probablement des choses qui sont intéressantes à chercher pour justement la recapture du carbone et des choses comme ça. Moi, je ne suis pas une experte, je travaille avec des enfants, donc je ne vais pas m'aventurer sur le terrain. Mais il faut quand même se rendre compte qu'actuellement, les promesses scientifiques, on n'a pas actuellement des techniques qui permettent de faire les choses de manière efficace pour recapturer le carbone et puis répondre à l'ampleur de la crise dans laquelle on est. Et en fait, ce qui est important, c'est pas de recapturer ce qu'on émet, c'est d'arrêter d'émettre. Donc, je pense, c'est pour ça que je me permets de poser la question à un autre niveau, c'est qu'actuellement, il faut déjà arrêter d'émettre. Et après, ce sera effectivement quand même important de réfléchir à est-ce qu'on a des technologies pour recapturer et puis essayer de baisser un petit peu le niveau de CO2 qui pourra aussi potentiellement améliorer la qualité de vie sur Terre. La géo-ingénierie, c'est devenu un gros sujet dans la discussion scientifique et politique. Actuellement, le risque principal, c'est que ça devienne une alternative aux politiques de réduction. C'est ce qu'on observe, en fait, la raison pour laquelle on en discute autant, notamment la notion d'émissions négatives, qui consiste à justement capter des émissions déjà dans l'atmosphère pour les séquestrer sous le sol, pour en faire des produits. C'est perçu comme une manière de jouer sur notre budget carbone. Si on estime qu'à l'horizon 2050, nous aurons des quantités énormes d'émissions négatives disponibles grâce à des technologies qui n'existent pas, nous pouvons aujourd'hui continuer à les mettre sur le rythme actuel en disant les générations futures pourront compenser parce que ces technologies existent. C'est complètement injuste, parce que nous déléguons aux générations futures le risque de mettre ça en œuvre. Et le risque que vous mentionnez de rattrapage climatique. Si ces technologies, quand nous les mettons en œuvre pendant 10, 15, 20 ans, fonctionnent à un moment et cessent soudainement de fonctionner, et nous avons le CO2 séquestré qui retombe rapidement dans l'atmosphère, nous avons un phénomène de rattrapage climatique qui fait que le réchauffement aura lieu de manière abrupte et les impacts, nous ne pourrons pas nous y adapter. Donc la géo-ingénierie est, à mon avis, plutôt un leurre qu'une solution. Je prendrai une dernière question parce qu'il faut vraiment qu'on termine, on a dépassé l'heure. Donc, monsieur, vous pouvez continuer en bilatéral après avec nos experts. Mais... J'ai envie que ma question soit pertinente, sinon je la haine des gens. Et moi, c'est par rapport à ma question concerne la coordination des mouvements citoyens. Donc, en fait, les titres aujourd'hui, c'était face à l'urgence climatique, les mouvements citoyens s'accélèrent. Et moi, j'aimerais parler de peut-être, est-ce que ça serait possible d'avoir un mouvement? Je sais que sociologiquement et psychologiquement, c'est difficile de se fédérer, mais si je commence à compter le nombre d'organisations qui parlent de l'environnement, je commence Greenpeace, WWF, Initiative pour les glaciers, Extinction Rebellion. Je pense qu'on pourrait faire une belle liste,
ensemble de tous les mouvements? Et est-ce que ça ne serait pas plus, est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer davantage si on arrivait à nous fédérer avec un mouvement? Par exemple, je lance une idée, si sur Twitter, Facebook ou les réseaux sociaux, si on publie au nom des, par exemple, je vais prendre Greenpeace, qui n'est pas présente dans la salle, est-ce qu'il ne pourrait pas mettre un hashtag d'un autre mouvement fédératrice qui concerne à tous, et puis on s'écorde, un truc comme ça. Voilà. Et c'était une question, c'était pas... Moi, je pense que les mouvements, bien qu'ils soient très différents et qu'ils soient peut-être, à votre avis, éparpillés, je pense que tous les mouvements sont un mouvement. Pour moi, c'est une énergie qui est mise pour un sujet. Et je pense qu'on peut le voir comme ça, où chacun fait un peu son petit truc dans son coin, mais finalement, on a tous la même envie. Et puis, c'est quelque chose qu'on sait aussi tous les trois, c'est qu'on a on s'engage pour la même chose. Et moi, je vois aussi au niveau de l'initiative pour les glaciers, on se coordonne quand même, on pose quand même des questions aux actions qui se font chez vous, on pose des questions aussi aux ONG. J'ai l'impression qu'on se coordonne déjà quand même pas mal. Après, c'est clair que pour des manifestations au niveau national, et comme ça, c'est super important qu'on fasse les choses ensemble, ça, de toute façon. Moi, je te rejoins. Et puis, je pense que ce serait dommage d'avoir un organisme. Parce que le problème auquel on fait face, il est extrêmement complexe. Et en fait, on a besoin d'avoir des réponses qui sont complexes. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à avoir une multitude de mouvements différents, par contre, qui coopèrent. Et c'est le cas actuellement quand même. On tire à la même corde, on est conscient, on participe les unes les uns les autres aux actions des autres. Donc ça se fait. Et je pense que comme le problème est complexe, on a besoin d'une réponse qui est complexe. Merci beaucoup à tous. On va juste conclure cette séance. On peut applaudir les intervenants.